Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Forbidden Lands, la version anglaise de Forbidden Lands. C'est un jeu qui est créé par Free League, un jeu auquel j'avais très envie de jouer, mais je pense que ça viendra plus tard. C'est vraiment très très cool, j'adore. J'avais demandé dans les commentaires d'une de mes vidéos précédentes si vous vouliez que je vous en parle, et il y a eu des retours positifs, des encouragements à faire cette vidéo, donc je vous la fais. On va la faire assez rapide. Au début, j'avais prévu de faire un feuilletage complet et tout, mais c'est hyper long. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les grands concepts du jeu, sa proposition, ce qu'on y fait, brièvement le système, les classes, les races, le genre de personnage qu'on incarne. Et ensuite, je vais vous parler des 2 campagnes qui sont disponibles pour ce jeu et vous montrer un petit peu les livres de la gamme en très très rapide. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça nous aide énormément. Et je vous invite à la fin de cette vidéo en commentaire à nous dire si vous avez joué à Forbidden Lands, parce que c'est pas mon cas, même si j'ai lu et j'ai commencé à préparer la campagne. J'avais fait beaucoup de travail dessus finalement, je ne vais pas y jouer tout de suite. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà joué et qui vont pouvoir apporter des trucs en plus. Donc Forbidden Lands, en gros, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va commencer par l'univers. C'est un univers de dark fantasy. C'est-à-dire que c'est très très sombre, les thèmes abordés sont assez matures. Il y a des thèmes qui sont abordés comme le racisme, la guerre, etc. Les races sont en conflit. Il y a beaucoup de sombres secrets, ça parle beaucoup de démons, etc. On pourrait aussi associer ça un peu à la Sword and Sorcery, mais je sais pas exactement définir la Sword and Sorcery, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Deuxième truc à noter sur ce jeu, c'est qu'il est OSR. Enfin, il s'inscrit un peu dans la tendance Old School Revival. Alors, je vais faire une vidéo sur le Old School Revival bientôt pour mieux vous expliquer, mais en gros, l'idée, c'est essayer de retrouver le feeling un peu des premiers jeux de rôle, des premières itérations de Donjons et Dragons. Et dans le Old School Revival, on va avoir plusieurs tendances, on va avoir des rétro-clones, c'est-à-dire recréer les anciens Donjons et Dragons, les rééditer, entre guillemets, en quelque sorte. On va avoir les néo-clones. C'est l'idée de reprendre l'ancien Donjon Dragon, mais de le modifier, de le mettre un peu au goût du jour. Dans la tendance OSR, on a aussi beaucoup de jeux très light, c'est-à-dire avec très peu de règles, mais toujours dans cette envie de retrouver une ambiance un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et là, on est dans la tendance OSR aussi, parce que le but, c'est de retrouver ce feeling, mais c'est pas pour autant light, et ça utilise pas le D20, donc c'est pas inspiré de Donjon Dragon, c'est vraiment un jeu à part entière, qui a une approche complètement unique et nouvelle du truc. Et du coup, l'OSR, ça implique aussi le jeu un peu en format bac à sable, c'est-à-dire que on ne se concentre pas sur les scénarios, sur l'histoire, on se concentre beaucoup sur l'exploration, la survie, se déplacer sur une carte. Les personnages sont pas forcément méga développés au départ, ils vont se construire au fur et à mesure de la campagne. On a aussi un peu ce côté open world, c'est-à-dire que au départ, les joueurs peuvent partir dans n'importe quelle direction. Et c'est en rencontrant des personnages qu'ils vont découvrir des secrets, des intrigues et que tout va se construire. Qu'est-ce qu'on fait dans Forbidden Lands ? Dans Forbidden Lands, on joue des Rogue and Raiders. C'est des aventuriers, des pilleurs de tombes, des gens opportunistes, un peu entreprenants, des explorateurs. On joue pas des héros. On joue pas non plus des anti-héros complets. Mais on joue avant tout simplement des individus qui vivent dans cet univers de dark fantasy. Ça signifie aussi que les personnages sont relativement fragile. C'est pas au même point que d'autres jeux OSR. La mortalité n'est pas si élevée que ça, d'après ce que j'ai vu en explorant les règles. Mais il y a quand même cette idée que vous pouvez mourir sur un mauvais coup critique, et les dés sont les dés, vous êtes mort. Et que aussi vous pouvez subir des blessures, que vous allez vous affaiblir, que vos personnages vont souffrir un petit peu. Le jeu met énormément l'accent sur la survie. Je vais pas détailler toutes les règles, etc. Vos personnages vont avoir besoin de bien plus de compétences que uniquement le combat et les relations sociales. Il va y avoir des compétences très importantes pour ce qui va être survivre, fabriquer des objets, donc l'artisanat, ce genre de choses, parce que vous avez une gestion de la faim, de la soif, de la fatigue, du froid, en gros de tous ces éléments qui rendent le jeu un petit peu plus réaliste et qui demandent un peu une gestion. Pourquoi il y a ce genre de mécanique ? Parce que le jeu est basé sur l'exploration case par case, le X-crawling. Et donc en fait, vous allez avoir une carte à explorer globalement. Une carte dans laquelle vous allez voyager, régulièrement faire des tests pour savoir si vous faites de mauvaises rencontres, si vous arrivez à progresser au bon rythme, si vous arrivez à chasser pour récupérer de la nourriture, à trouver de l'eau. Il va y avoir un système de rencontres aléatoires, parce que comme on est dans du bac à sable, comme on est dans de l'open world, il y a une grande part de hasard sur ce qui peut arriver. Le maître du jeu prépare pas à l'avance tout ce qui va se passer dans la partie, il va plutôt répartir des lieux à explorer sur la carte, et les joueurs vont aller de lieu en lieu en entendant des rumeurs, etc. pour essayer de trouver des trésors. C'est un peu ça la dynamique du jeu. Personnellement, je trouve que, même si je vais pas entrer dans le détail des règles de survie, elles sont très très bien faites pour être, entre guillemets, fun, que ce soit pas de la
pure comptabilité de est-ce qu'on a assez de nourriture, etc. C'est vraiment un truc ludique, notamment parce qu'il y a des dés dynamiques pour les ressources, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un dé 10 de nourriture, et chaque jour, au moment où vous allez manger, vous allez jeter ce dé 10. Si vous faites 1 ou 2, ce dé 10 rétrograde, et vous avez désormais plus qu'un dé 8 de nourriture, puis un dé 6 de nourriture, puis plus de nourriture. Ce qui fait que vous avez moins de prévisibilité sur vos ressources, et ce qui rend le truc plus ludique. Parce que si vous savez exactement ce que vous allez consommer comme nourriture, etc., il vous suffit d'acheter exactement la nourriture dont vous avez besoin, et on risque de se retrouver dans un cas de figure où en fait on va plus forcément avoir besoin de chasser, etc., si on fait beaucoup de prévisions. Et du coup, le jeu est plus axé sur l'histoire que ça va raconter, cette chasse, le fait de récupérer ses ressources, plutôt que sur le fait d'être hyper organisé, d'avoir prévu tout son voyage très très bien, etc. C'est un truc qu'on retrouve un peu comme tendance pour que ce soit plus simple dans les règles d'encombrement, où vous n'allez pas gérer kilo par kilo ce que votre personnage est capable de porter avec son niveau d'encombrement. Non, vous avez juste des slots dans votre inventaire, des emplacements où vous allez pouvoir mettre vos objets qui correspondent à votre force, en gros. Donc voilà, c'est assez léger. Bon, bien sûr, il y a un petit temps d'adaptation. On n'est pas sur un jeu hyper simplissime, mais je pense qu'après 1, 2, 3 parties, vous allez prendre le rythme et vous allez apprécier le voyage, etc. L'accent est vachement mis sur le voyage. Ensuite, deuxième truc qu'on fait, comme je le disais, c'est l'exploration au niveau localisé de lieux. C'est pas que le voyage. Une fois que vous avez terminé votre voyage, on change un peu d'échelle de temps, entre guillemets, et vous allez explorer des donjons, des villages et des châteaux. C'est ça les 3 catégories un peu de lieux qui vous sont donnés par le jeu. Et à chaque fois, vous allez pouvoir rencontrer des créatures qui protègent des trésors, des PNJ. Le jeu, à travers ses campagnes, dont on parlera à la fin, vous propose des lieux déjà très intéressants, hyper bien représentés, des super illustrations, des PNJ, avec des rumeurs qui relient les lieux entre eux, donc vous avez une sorte de, quand même, d'intrigue de fond dans les campagnes qui sont proposées. Il vous propose aussi de quoi générer vos propres lieux, etc. pour remplir votre carte, des générateurs aléatoires. Il vous propose aussi pour les voyages des rencontres aléatoires qui sont très intéressantes à mon avis, même si elles sont limitées en nombre. C'est des rencontres aléatoires où on se contente pas de vous dire jetez un dé, ok, le niveau du groupe c'est ça, donc ils vont rencontrer 2 loups et une truie. Non, ils vous donnent plus que ça, ils vous mettent un petit contexte. Vous tombez vraiment à chaque fois que vous faites une rencontre aléatoire sur une scène où il y a plusieurs manières de la résoudre. Ça, c'est le côté bac à sable. C'est pas juste un combat. Vous rencontrez des PNJ qui ont des informations, qui vous apprennent des choses sur le monde, et vous pouvez les approcher de manière conflictuelle ou non. Ça va dépendre de vous, de vos joueurs et de leurs personnages. Donc c'est vraiment très bien fourni pour cet aspect exploration, notamment si vous jouez la campagne. Si vous voulez créer votre propre carte, etc., il va y avoir pas mal de travail à faire en amont, parce que vous devez en gros préparer un peu la bibliothèque des rencontres, la bibliothèque des lieux à explorer, etc. en amont, parce que vous ne savez absolument pas où vos joueurs vont aller. On est très loin d'un jeu en intrigue où d'une partie sur l'autre, vous préparez en fait la suite de l'histoire. Là, c'est plutôt genre une grosse création de départ, et une fois la campagne lancée, vous avez moins de choses à faire. Le troisième truc qu'on fait aussi, dans cet aspect bac à sable, c'est qu'on peut construire une place forte. Il y a un peu ce côté, ça c'est assez old school, l'idée que les joueurs, donc plutôt leurs personnages, à partir d'un moment, vont avoir accumulé tellement de richesses qu'ils auront un peu plus rien à faire de leur argent, vont avoir un pouvoir d'achat beaucoup trop élevé, et du coup ils vont pouvoir construire leur place forte. Donc là vous allez avoir tout un système de gestion de leurs serviteurs, des bâtiments qu'ils peuvent construire dans leur place forte, etc. qui est plutôt bien foutu, je trouve, c'est assez simple. Alors c'est un peu plus difficile parce qu'actuellement le jeu est en anglais, mais quand il sera traduit pour ceux qui ont du mal, ça devrait le faire. Moi même si j'ai l'habitude de lire des trucs en anglais, je vous avoue que le fait de devoir ingérer beaucoup d'informations, vu que justement c'est du bac à sable et qu'il faut préparer pas mal de trucs en amont, de devoir ingérer comme ça beaucoup de trucs en anglais, c'est assez complexe. J'avais commencé à traduire tout en français pour que quand mes joueurs tombent sur un lieu, je sois pas en train de lire la description du lieu en essayant de jongler de ma lecture en anglais à parler en français à mes joueurs. Et c'est un peu, en partie, un truc qui m'a un peu découragé, je vais pas vous le cacher, pour lancer la campagne. Mais sinon, globalement, les règles et tout sont plutôt simples à comprendre. Je pense que ce sera très simple à comprendre quand ce sera en français. Donc voilà, ils vont pouvoir construire leur place forte, évoluer, faire de l'artisanat, etc. C'est vraiment, on a comme dans les jeux de survie un petit peu finalement, dans le jeu vidéo, je sais pas, vous jouez à Rust, vous jouez à Ark Survival Evolved, enfin, c'est un peu ça. Vous n'avez pas forcément d'objectifs, vous devez choisir vos propres objectifs, vous allez pouvoir fabriquer des objets, construire des trucs, et vous devez survivre. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas du pur bac à sable sans aucun objectif, puisque comme je vous disais, il y a des campagnes, il y a un peu un setting quand même que vous pouvez utiliser. Et à chaque fois, pour chaque campagne, on va explorer une zone. Donc la première zone qui est explorée dans le jeu,
c'est les Forbidden Lands, les terres interdites. Et il y a déjà une deuxième expansion qui est sortie, c'est The Bitter Reach. Là, bon, je sais plus trop comment le traduire en français. Mais en gros, ça se trouve au nord des Forbidden Lands. Là où les Forbidden Lands, c'est un truc un peu européen, on va dire. Le Bitter Reach, c'est au-dessus, et là, c'est vraiment des terres glacées, c'est un peu Northambre. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus rude, il y a beaucoup moins de gens qui vivent, etc. Et à chaque fois, avec ces campagnes, vous allez avoir la carte qui va vous être fournie. Vous allez avoir des stickers à coller. Ça, c'est assez cool, des stickers pour les lieux, justement, que les joueurs vont pouvoir explorer. Donc, il y a les stickers pour les lieux de la campagne, et aussi les stickers un peu plus neutres pour des lieux que vous voudriez ajouter vous-même, et le stickers pour représenter la place forte des PJ quand ils l'installeront sur la carte. Et au sein de ces campagnes, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les lieux qui sont développés, et les PNJ qui sont développés sont tous liés entre eux, ont leurs propres ambitions, etc. On vous dit pas comment va se passer la campagne exactement, on vous donne des PNJ, des objectifs, vos joueurs vous les lâchez, ils commencent à faire des trucs, rencontrer des gens, et vous en fait le travail que vous allez faire un petit peu entre les parties, c'est mettre à jour l'univers en fonction de ce qui s'est passé, entre guillemets. C'est-à-dire vous allez revoir les grands méchants qui sont dans les backstage, en coulisses, et vous allez dire, ok, lui... il va commencer à essayer d'envahir cette ville parce qu'il est intéressé par tel artefact, etc. Vous essayez que voilà, vos méchants aient un agenda. Ça fait un peu penser au front dans Dungeon World dont je parlais dans des vidéos précédentes. Et vos PJ, au fur et à mesure, ils vont rencontrer ces PNJ, ces grands méchants, entre guillemets, et ils vont commencer à s'intégrer aux intrigues, etc., qui vont se développer, et il y aura sûrement les résolutions finales, et voilà, quoi. Alors maintenant, quel est le système de base, entre guillemets, de Forbidden Lands? Le système de base, c'est le système Year Zero, un truc comme ça. En gros, c'est le système de Mutant Year Zero, qui est un autre jeu de Free Alligan, assez semblable en quelque sorte, où là, on est dans du post-apo, avec des mutants et tout, et où pareil, vous avez une carte à explorer et tout, mais bref, ça c'est un autre jeu. L'idée du système, du coup, c'est que on joue avec des D6. Vous additionnez, en gros, votre caractéristique et votre compétence, ça vous donne un pool de D6, une poignée de D6 à lancer, vous les lancez, les 6 sont des réussites, le reste, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez pousser votre jet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir relancer les dés qui n'ont pas fait 6. Pousser votre jet, ça vous met en danger, ça fait que vous allez subir soit des dégâts sur vos caractéristiques, soit des dégâts sur votre équipement, etc. Mais ça vous permet de faire potentiellement plus de 6, ou tout simplement d'obtenir un 6 si vous n'en aviez pas encore. Donc vous prenez un risque, mais vous pouvez renforcer votre action, entre guillemets. Et donc si vous poussez votre jet, vous récupérez tous vos dés qui n'ont pas fait 6, et qui n'ont pas fait 1, donc c'est-à-dire les 2, les 3, les 4 et les 5. Vous les prenez, vous les relancez, et là vous recomptez les 6, et vous voyez si vous avez réussi, si vous avez eu des degrés de réussite supplémentaires parce que vous avez plus de 6. Et par contre, une fois que vous avez poussé vos jets de dés, il faut aussi compter les 1. Je rappelle, on ne relance pas les 1 du premier jet de dés. Vous recomptez donc tous les 1 sur l'ensemble des actions que vous avez faites, et tous ces 1, ça va être des petits dégâts que vous allez prendre. Je vous fais pas le détail, mais en gros, vous allez prendre des dégâts sur vos caractéristiques, sur votre équipement, comme je le disais avant. Parce qu'il faut savoir que vous n'avez pas un pool de points de vie, genre vous n'avez pas des points de vie en fait. C'est juste vos caractéristiques qui vont s'affaiblir, en sachant que les caractéristiques sont la force, l'agilité, l'esprit et l'empathie. Et en gros, si vous faites un test qui implique de l'empathie et que les dés que vous avez mis dans votre pool de dés qui venaient de votre empathie font des 1, bah vous allez perdre des points d'empathie. Ce qui va du coup affaiblir votre personnage, vous allez moins en moins pouvoir lancer de dés parce que vous affaiblissez et potentiellement vous allez vous retrouver broken, donc brisé dans une de vos 4 caractéristiques et ça aura des effets différents en fonction de la caractéristique. Par exemple, être brisé en esprit, ça peut vous provoquer des problèmes, des traumatismes psychologiques. Être brisé en force, ça va peut-être vous faire des blessures critiques, etc. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que vos 1 ne sont pas qu'une punition. Quand vous faites des 1, vous allez gagner des points de pouvoir. C'est une compensation pour les dégâts que vous avez pris, entre guillemets. Pas des points de pouvoir, des points de volonté. Et ces points de pouvoir... Et ces points de volonté vont vous permettre d'activer des pouvoirs, justement. Des pouvoirs de votre classe ou de votre race. Parce qu'à côté de ces compétences et de ces caractéristiques, vos personnages vont avoir des talents. Donc il y a des talents qui sont spécifiques à des classes et à des races, mais aussi des talents généraux que tout le monde peut prendre, notamment tout ce qui va être talent de survie. Et certains de ces talents, du coup, nécessitent ces points de volonté que vous allez acquérir pour être activés. Donc vous allez devoir pousser vos jets de dés pour justement avoir des points de volonté pour pouvoir utiliser vos pouvoirs. Et ce qui fait une sorte de cycle. Au début, vous avez aucun point de pouvoir, donc vous pouvez pas utiliser vos talents. Paf, vous poussez des jets de dés, ça vous fait prendre des dégâts, donc vous perdez un peu en puissance, vous vous affaiblissez. Mais d'un autre côté, vous avez obtenu grâce à ça des points de volonté. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser ces points de volonté pour activer vos capacités en fin de partie, entre guillemets, puisque vous les aurez accumulés tout au long de la partie,
pour redevenir fort à la fin. Il y a un peu une sorte de courbe comme ça de la difficulté et de la puissance. Donc voilà globalement pour le système, hein, je vais pas entrer dans le détail, ça va être trop complexe. On peut noter quand même que le système de combat est assez détaillé, il y a pas mal de choix stratégiques. En fonction de l'arme que vous utilisez, vous n'allez pas faire les mêmes actions, vous pouvez utiliser des attaques d'empalement, donc des stocks, des attaques de frappe. Vous pouvez préparer vos coups. Vous pouvez parer ou esquiver, ce qui va pas avoir les mêmes conséquences. Il y en a un qui va peut-être abîmer votre équipement, l'autre ça va faire que vous allez vous retrouver à terre, etc. Donc le système de combat, je pense, il peut être un petit peu difficile à prendre en main au début, mais ensuite, il est assez straightforward, quoi. Il n'y a pas 10 000 règles optionnelles non plus. Surtout que les capacités des personnages, bien qu'elles soient quand même variées, ne rajoutent pas plein de règles incompréhensibles. Donc une fois que vous maîtriserez ce système de base qui est quand même déjà assez costaud, au bout de 2-3 parties, un peu plus en fonction de vos joueurs, vous allez maîtriser le truc. Et il y a une option assez spéciale pour les règles de combat, pour les combats au corps à corps, un système de bluff avec des cartes, où en fait les deux opposants vont décider en mettant face cachée des cartes de leurs actions. Donc, par exemple dire j'attaque puis je pars, et l'autre il va dire je pars puis j'esquive, j'en sais rien. Et ensuite, on va retourner les cartes et on va effectuer les actions. Ce qui fait que pour les duels, etc., vous pouvez utiliser ce système qui est forcément beaucoup plus long. Si vous êtes dans un combat de masse, vous n'allez pas commencer à faire ça pour tous les petits combats. Si vous êtes dans une scène un peu dramatique, où il y a peu de combattants, mais que c'est genre un duel, ou le combat contre le boss, ou j'en sais rien, vous pouvez utiliser ce système qui ralentit un peu le rythme, mais qui crée comme ça un jeu dans le jeu, un peu de bluff et tout, et qui va éviter la simple succession d'attaques-parades. Donc ça, c'est sympathique. Vous avez un jeu de cartes pour le faire, ce qui est plutôt cool. Voilà globalement pour le système, hein, il y a beaucoup d'autres choses, le jeu n'est pas simpliste, hein, il y a quand même pas mal de règles. Ce serait trop long d'en parler ici, donc on va passer à la suite. On va parler un petit peu des classes et des races, parce que ça peut donner une idée du setting. En termes de race, on est sur quelque chose d'assez classique. On a des elfes, des nains, des demi-elfes, des humains, des orques, des gobelins, et des hommes-loups, entre guillemets. En fait, malgré le fait que ce soit des races qu'on a vues et revues, comme je vous le disais, dans une vidéo précédente sur l'originalité de l'univers, et ben ces races, elles sont assez originales finalement, parce que non seulement déjà elles sont toutes en guerre entre eux, il n'y a pas vraiment les gentils et les méchants, et puis elles ont tout un twist. Par exemple, les elfes, c'est des pierres précieuses tombées du ciel qui ont ensuite pris des formes humanoïdes, et en fait si vous blessez un elfe, il se régénère avec le temps, et son essence, son âme en fait est contenue dans un cristal, ce qui fait que les plus anciens elfes vont parfois décider de retourner à l'état de cristaux et vont être portés vont faire partie d'artefacts, ce qui peut faire un peu penser à Bloodlust, je crois, où il y a comme ça un peu des armes vivantes, entre guillemets. Les humains, ils sont relativement classiques, mais on vous présente plusieurs ethnies qui sont dans des guerres de religion, globalement. D'ailleurs, un truc à noter sur les dieux de l'univers, c'est que tout le monde sait à peu près qu'ils doivent exister, hein. Il y a des petites manifestations divines, mais concrètement, personne sait exactement qui ils sont, et c'est pour ça que c'est la bagarre. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien ce côté... Les dieux, c'est pas juste des mecs qui sont comme ça qui font « Alors Nicolas, tu as bien servi la lumière aujourd'hui ?» Oui maître, donnez-moi la lumière. Non, j'aime bien le côté religion un peu réaliste, où voilà, on peut se poser des questions théologiques, mais c'est une question de goût. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nains. Les nains, eux, ils veulent construire, grâce à leur champ magique, des bâtiments toujours plus hauts pour rejoindre le ciel, qui est, entre guillemets, leur dieu. Enfin, pas le ciel, le soleil, qui est la forge de leur dieu, en gros. Donc ils ont comme ça un peu une histoire assez marrante, je trouve. Les orques, ce qui est assez stylé, c'est qu'ils étaient les esclaves des autres races, et aujourd'hui, ils se soulèvent et ils essayent de s'autodéterminer, donc ils détestent toutes les autres races qui les ont maltraités, mais ils sont pas complètement débiles. Ok, ils sont un peu débiles quand même, mais c'est pas juste les grands méchants, quoi. C'est des peuples qui ont souffert et qui essayent aujourd'hui de se rassembler et de devenir les boss. Les alphelins et gobelins, pareil, il y a un petit twist. Je pense que si je vous l'explique, ça peut faire un peu spoiler. D'ailleurs, ce qu'il y avait avant, c'était peut-être un peu spoiler, mais bon, à un moment donné, je pense que les gens sont assez responsables. Les demi-elfes aussi, et l'origine même des races, la manière dont naissent les races, par exemple les ogres, etc., c'est toujours des trucs assez intéressants. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien le setting, personnellement, mais par contre, je pense que pour mes joueurs, il y en a qui vont pas trop aimer ce côté vraiment dark, assez gore, avec des thématiques vraiment un peu trash, il faut se le dire. Mais voilà, c'est du classique, mais revisité, et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, pour ce qui est des classes, on a le guerrier, le druide, le chasseur, le cavalier, le voleur, le sorcier, le barde et le marchand, le peddler. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc ça, c'est les 8 classes de base. Donc comme vous pouvez voir déjà dans leurs intitulés, entre guillemets, le chasseur, le cavalier, etc., c'est pas des classes genre méga épiques.
C'est vraiment genre leur métier entre guillemets. D'ailleurs, ça s'appelle pas des classes dans le jeu, c'est des professions. Et avec une des extensions, vous avez le champion. Le champion entre guillemets, c'est celui qui croit en un dieu. Ce qui est intéressant, c'est que le champion, il a pas de pouvoir magique. Donc si on retrouve un peu ce côté, les dieux n'interviennent pas vraiment. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a que 2 classes qui font de la magie. Du coup, c'est le sorcier et le druide. Et la magie, on pourrait dire que voilà, elle est pas hyper puissante au départ. Il y a quand même pas mal de magiciens. Enfin, de gens qui sont aptes à lancer quelques sorts quoi dans l'univers, mais elle est très dangereuse et du coup il y a peu de gens qui atteignent les plus hauts niveaux de magie. C'est-à-dire que déjà la magie pour lancer vos sorts, vous allez avoir besoin des points de volonté dont on parlait avant, et aussi il y a une sorte de table des critiques. Quand vous faites de la magie, il peut y avoir des catastrophes et vous pouvez vous faire one shot par un démon qui vous emmène et vous êtes mort, un peu à la Warhammer. Ce qui est intéressant à noter, je trouve quand même, c'est que vous pouvez soit créer votre personnage, voilà, vraiment tout créer, etc., en choisissant son sombre secret, ses vertus et tout. Il y a quelques petites mécaniques en plus hyper sympa, mais je vais pas les détailler dans cette vidéo. Donc vous pouvez tout créer comme ça progressivement. Ou alors, vous pouvez utiliser un petit livret qui paye pas de mine, hein, mais la qualité du papier est quand même correcte. C'est un livret pour générer aléatoirement votre personnage. Vous tirez ses origines, vous tirez sa profession, vous tirez ce qu'il a fait dans son enfance, etc. Et paf, vous remplissez votre fiche. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de créer un personnage très rapidement. Et dans un jeu où la mortalité est quand même un peu plus élevée que la moyenne, c'est assez intéressant. Hein. Si en pleine partie, il faut recréer un personnage et tout, ça peut être cool. Et puis surtout, le fait de créer son personnage aléatoirement, ça permet de pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de ce personnage, parce qu'on est dans un jeu bac à sable qui est pas centré sur l'histoire des personnages. Donc on veut juste une base pour l'interpréter et voir comment il évolue. On veut pas être là en mode ok, il va faire ça, en fait c'est le fils du seigneur machin, héritier divin et de la prophétie de Wallah. Non, c'est pas ça. C'est on crée un personnage dans un univers et on voit comment il évolue. Donc l'option aléatoire est plutôt pertinente. Et ensuite, on a les 2 campagnes. Donc on a Raven's Purge, la purge du corbeau, donc qui se passe dans Forbidden Lands, le setting de base. Et on a The Bitter Reach. Du coup, je sais plus le nom de la campagne parce que The Bitter Reach c'est la région et il y a une campagne dedans. Et en gros, dans les 2 campagnes, il y a des grands méchants, c'est des grands tropes forts avec potentiellement combat final. Et moi j'aime beaucoup. J'ai pas lu la 2e campagne entièrement, parce que déjà j'avais pas fini de préparer la première, mais la première j'ai quand même bien avancé dans la préparation. Du coup vous avez des personnages qui ont vraiment un dark side, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ont leurs ambitions officielles et leurs ambitions secrètes. Et avec les campagnes, du coup, à chaque fois vous allez avoir tous les lieux à explorer, les PNJ à rencontrer, et il n'y a pas d'ordre spécifique dans lequel il faut aller dans les lieux. Les joueurs vont jongler d'un lieu à l'autre, notamment avec des légendes qui sont fournies dans les campagnes. Donc des légendes que vous pouvez lire ou réadapter. Et genre, je sais pas, ils sont dans une auberge et vous lisez une des légendes qui parle d'un des lieux ou d'un des artefacts de la campagne. Et ensuite, c'est eux qui vont se dire « Ah, ça peut être intéressant, on va y aller et tout ». Et l'histoire va se construire comme ça. C'est pas des scénarios qui suivent. C'est donc du bac à sable, comme on disait. Moi, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Ça manque peut-être un petit peu de conseils pour mener ce genre de campagne. Mais sinon, le matériel, c'est-à-dire la description des artefacts, de tous les objets magiques qui peuvent être trouvés, de tous les lieux, de tous les monstres, de tous les PNJ, est ultra cool. Enfin, moi, j'ai adoré lire le truc. Et j'aimerais beaucoup le faire jouer un de ces 4. Maintenant, je vais terminer en vous présentant très rapidement la gamme. Donc, vous allez avoir, en gros, la grosse boîte de Forbidden Lands, avec la carte, avec le livre du maître du jeu, où il y a tous les trucs pour créer, tous les trucs de l'univers un peu secret, tous les objets magiques, etc. Trop bien, le bouquin. Le livre du joueur, vous allez avoir toutes les règles de création de personnages, de combat, de magie, pour construire vos forts aussi, et la gestion de vos serviteurs, tous les trucs de craft, de survie, de voyage. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. C'est une claque totale. Hein. C'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il y a. Je crois que ça tourne autour de 50 €. Enfin, non, même moins. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, le jeu est dingue. Donc vous allez avoir aussi avec la carte les stickers, et vous allez avoir le petit livret pour la création de personnages rapides. À côté de ça, vous avez un écran du maître du jeu, vous avez les 2 campagnes dont je vous parlais. Alors pour la seconde campagne, forcément, il faudra acheter la carte et les stickers qui vont avec, en fait, et les cartes des objets magiques, tout pareil. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais la carte que vous avez dans la boîte de base, c'est celle qui va vous servir aussi pour la première campagne, Raven's Purge, qui se passe dans les Forbidden Lands. Vous me suivez toujours ? Et enfin, vous avez 2 autres suppléments qui sont bien sympathiques. C'est The Spire of Quetzal, The Maze of the Mellified Mage. Donc c'est 2 petits bouquins avec des lieux en plus. Des lieux que vous pourriez utiliser dans n'importe lequel des 2 campagnes qui sont pas directement liés vraiment à l'intrigue principale. J'ai pas lu le détail, donc peut-être que je me trompe là-dessus, mais
Mais il me semble que c'est ça le but, c'est que c'est des lieux que vous allez pouvoir ajouter en plus, qui sont super cool, qui sont écrits par des auteurs un peu différents de ceux de la gamme de base. Et voilà, à chaque fois c'est des donjons, des trucs que vous allez pouvoir mettre en plus sur votre carte. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur Forbidden Lands. J'en parlerai sûrement plus si je me mets à y jouer, mais ce sera pas avant un bon moment, je pense. J'ai promis à mes joueurs qu'on ferait une campagne de longue haleine, là. Et maintenant qu'on a commencé, on ne peut plus faire demi-tour. Mais un jour, je reviendrai. Et je conquérirai les Forbidden Lands. Donc si je me mets à y jouer, etc., je vous en parlerai plus en profondeur. Non, vraiment, le jeu, j'adore. Je vous le recommande. Je pense que moi qui me suis intéressé récemment à plein de livres OSR et tout, j'étais en mode « Ah, l'OSR, ça a l'air trop cool ». J'avais acheté plein de trucs et souvent, j'étais un peu déçu. Je trouvais soit que c'était un peu trop light à mon goût, soit qu'on m'expliquait pas assez bien comment il fallait se servir du truc, soit que les règles étaient trop à l'ancienne. Et là, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, ok, là, je sais, une fois que j'ai lu tout le truc, je sais exactement comment je vais mener la campagne, je sais comment vont fonctionner mes voyages, je vois directement comment les mécaniques interagissent entre elles pour rendre le truc intéressant. Et j'ai même repéré sur Reddit quelques règles en plus. Par exemple, il y avait un mec qui avait fait un petit truc, un petit module qui doit coûter 5€, un PDF, qui explique comment vous pouvez jouer le jeu un peu plus en mode épique, un peu plus sword and sorcery, en augmentant légèrement les points de vie, en mettant un peu un système de combat avec des minions, des combats de masse pour qu'il y ait un peu des trucs à tuer plus facilement, etc. Donc franchement, c'est un jeu qui m'a vachement intéressé, j'ai dû lire quasiment tous les posts Reddit dessus, je le trouve ouf. Donc si vous vous dites aujourd'hui, ah je sais pas comment je pourrais faire pour faire un vrai jeu open world, je sais pas quoi, Forbidden Lands, ça peut soit être un très bon jeu pour le faire, soit une très bonne source d'inspiration déjà. Et d'ailleurs, les autres jeux de Free Alligan, Coriolis, Symbaroum et tout, même s'ils sont un petit peu en dessous de Forbidden Lands dans mon estime, je trouve que tous les jeux de Free Alligan ont vraiment un truc, quoi. Et genre, à chaque fois, le système soutient vraiment la proposition. On n'est pas juste dans, j'ai un super univers, donc je vais en faire un jeu. Bon, après, super univers, c'est subjectif, hein, il y en a qui vont pas aimer et tout. Mais moi, j'aime bien cette démarche, genre en mode, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut un style de jeu, on veut une ambiance, et l'univers s'ajoute à ça. Alors je sais pas exactement si c'est comme ça que ça a fonctionné. Peut-être qu'ils sont allés chercher un univers qui était déjà tout fait et qu'ils y ont accolé leur jeu. Mais on voit qu'il y a une dynamique qui est pensée et orientée plutôt gameplay que simplement se dire c'est une œuvre littéraire et on va mettre un système décent classique ou j'en sais rien, ce qui ne sont pas des mauvais systèmes, hein. Mais on va mettre un système classique qui tourne un petit peu, on va ajouter une ou deux mécaniques un peu fun et on verra. Donc bref, je m'arrête, hein, je suis en train de parler pendant des heures de ce jeu auquel je ne vais pas jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, surtout si vous avez aussi joué à Forbidden Lands d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. J'espère que j'ai réussi à éveiller votre intérêt pour ce jeu, ou à vous aider à savoir si vous voulez l'acheter oui ou non, si vous étiez dans le doute, j'en sais rien. En tout cas que j'ai apporté des informations qui vous ont été utiles. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com pour télécharger notre petit guide pour les maîtres du jeu débutant. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.